quand même. J'ai déjà pas beaucoup de voix, on me le dit souvent, mais bon. Bien, on va faire l'appel. Yves Revel, donc présent. Thierry Deléan. Présent. Madame Annick Condolfi. Présent. Monsieur Philippe Coustour. Présent. Madame Sophie Mérès. Monsieur Michel Noblet. Présent. Madame Céline Morin. Monsieur Félicien Margueritas. Présent. Alors, Madame Patricia Charton, absent. Pouvoir à Monsieur Félicien Margueritas. Monsieur Marcel Belleuil, absent. Pouvoir à Annick Condolfi. Noël Proust. Madame Marie-Josée Rossi-Jaouen. Madame Véronique Lemoine, absente. Pouvoir à Monsieur Thierry Deléan. Monsieur Philippe Miro, absent. Pouvoir à Madame Rossi-Jaouen. Madame Isabelle Ramboz. Monsieur Joël Maillard. Madame Martine Joly, absente. Pouvoir à Annick Pandolfi. Monsieur Serge Chellerin, absent. Pouvoir à Sophie Mérès. Monsieur Philippe Guillonneau. Monsieur Xavier Lefebvre. Madame Myriam Mathieu, pardon. Madame Jessica Kellier. Monsieur Vincent Couric, absent. Pouvoir à Monsieur Thierry Deléan. Monsieur Claude Copin. Présent. Madame Sylvie Béguier. Monsieur Stéphane Tronche. Présent. Monsieur Nelson Dos Santos. Présent. Monsieur Serge Loisel. Présent. Et Monsieur Philippe Gascoin. Présent. Bien. Nous allons donc désigner un secrétaire de séance qui se présente. Monsieur Félicien Margueritas. Très bien. Bon, je passe la parole à Monsieur Thierry Deléan concernant l'adhésion à Yvelines Numérique. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette délibération vous propose de donner mandat au maire pour adhérer au syndicat Seine-Yvelines Numérique, qui est une centrale d'achat, qui est un groupement, un établissement public d'aménagement numérique du territoire. C'est notamment à travers eux, par exemple, qu'une partie du territoire a été fibrée. Mais ils ne font pas que cela, puisque nous les avons rencontrés il y a quelques semaines déjà et proposent, on va dire, 3 types de services. Donc le service de la vidéosurveillance, j'y reviendrai. Un service d'équipement informatique et numérique pour tout ce qui est informatique de gestion. Donc en clair, c'est tout ce qui ne concerne pas les écoles. Et 3e volet, centrale d'achat, acquisition, maintenance, etc. pour tout ce qui est matériel numérique pour les écoles. Donc ordinateur, TBI, etc. Il fonctionne par segment, c'est-à-dire que donc, sur ces 3 segments, pour avoir accès à la centrale d'achat, il est nécessaire d'adhérer à chaque segment. Alors le coût d'adhésion d'un segment, c'est 500 € pour 3 ans. Dans un premier temps, donc on a... comment dire, en fait, on est en train de revoir un peu l'organisation numérique sur la commune. C'est-à-dire qu'on souhaiterait, alors comme vous le savez, on a une commune de 7800 habitants avec, on va dire, entre 150 et 200 utilisateurs réguliers informatiques, et une collectivité de cette taille-là n'a pas les ressources pour avoir un service informatique suffisant et dédié pour maintenir l'intégralité de tous les besoins. Et en plus, on rentre dans une ère où le besoin en numérique est de plus en plus important, du fait du Covid notamment, mais pas que, avec l'évolution des technologies, les besoins des habitants, etc. Clairement, la commune de Bennes n'aura pas les moyens d'avoir un service informatique dédié in situ, donc d'agents suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins. Donc, face à ces contraintes-là, on a un peu réfléchi et on a rencontré des acteurs potentiels. Donc on n'a pas spécialement envie de passer par des sociétés privées, mais plutôt par des organismes publics. Donc Seine-Yvelines Numérique est un organisme public et on voudrait fonctionner sur 2 pieds, on va dire, sur la rationalisation et la cohérence du matériel informatique. Et donc s'appuyer sur Seine-Yvelines Numérique pour les achats et sur peut-être le CIG des Yvelines, qui est aussi un groupement public pour tout ce qui est support de proximité, helpdesk, maintenance, etc. Donc là, ce soir, on vous propose le premier pas qui a été aussi conduit par un besoin fort
d'analyse et de renouvellement de la vidéosurveillance sur la commune. On a à peu près une quarantaine de caméras de vidéosurveillance sur la commune qui sont plus ou moins adaptées aux besoins parce qu'il y en a qui ont été installées il y a très très longtemps. Le matériel qui est derrière en termes de rétention d'images, de transfert d'images, etc., devient de plus en plus obsolète. Et après une rapide étude de retour sur investissement, il nous a paru plus cohérent et moins coûteux de passer à travers ce syndicat pour revoir l'intégralité de ces installations. Donc, on va très rapidement, donc, après cette délibération, donc, adhérer sur le segment vidéosurveillance de la commune et lancer un audit conseil et qui va nous permettre de faire un plan pluriannuel de renouvellement et d'investissement sur les caméras de vidéosurveillance et ainsi que pouvoir déporter au sein de Seine Yvelines Numérique la rétention des images. Rétention des images, c'est pour aider en fait les forces de sécurité à résoudre des affaires, etc. Il faut, quand elles le demandent, fournir les images. Aujourd'hui, c'est fait sur la commune par les agents. Je ne vais pas dévoiler le nombre de jours sur lesquels nous pouvons avoir les images, mais au regard des besoins, aujourd'hui ça devient insuffisant et il faudrait un lourd investissement pour renouveler ces matériels. Donc on fait plutôt le choix de déporter et de porter ce service-là à travers Seine Yvelines Numérique. Et donc l'audit de mémoire, de sûreté globale sur l'intégralité de la commune, donc c'est vraiment partout, hein, y compris peut-être des besoins en vidéosurveillance sur des endroits stratégiques où il y a des dépôts sauvages également, puisque ça fait partie de l'audit de sûreté. Donc de mémoire, il doit être autour de 9 500 €, on aura un retour sur investissement très rapide en fait sur l'engagement de ces sommes. Voilà, donc je le rappelle, donc cette délibération propose donc d'adhérer à la centrale d'achat Seine-Yvelines Numérique. Donc je vous rappelle, il y a 3 segments. Chaque segment, c'est 500 € pour 3 ans. Donc là, dans un premier temps, parce que après c'est Monsieur le maire qui aura tout pouvoir pour signer les conventions. Dans un premier temps, on va passer le segment d'achat sur la vidéosurveillance. Des questions ? On passe au vote, s'il n'y a pas de question. Alors pour ce qui me concerne, je voterai pour cette délibération. Ce que je ne voudrais pas qu'il se reproduise à nouveau, et sûrement pas le cas, c'est qu'on s'en retrouve à être sur le haut banc des communes du département parce que un édile avait fait cavalier seul contre le conseil général ou le conseil départemental. Donc, j'espère qu'on ne feront pas la même erreur. C'est tout ce que je voulais dire. J'entends Monsieur Gascoin, mais alors nous déjà, on a pris le parti de ne pas compter les points du passé, donc de se tourner vers l'avant. Mais si vous faites cette remarque, vous avez des doutes sur le fait que nous puissions être toujours au banc, comme vous le dites, du département, ou j'ai pas compris en fait la teneur de votre intervention. Bah, je ne parle pas de ce que éventuellement vous pourriez faire dans l'avenir. Moi, je parle du passé. Et à l'exemple de ce qui s'est passé autrefois, je ne voudrais pas que nous retombions dans les ornières où le précédent maire nous a emmenés. C'est surtout ça. Donc, je pense qu'il y aura une majorité peut-être pour voter cette délibération. Donc, ça m'ira très bien. Merci pour cette précision. Est-ce que vous savez le nombre de communes qui adhèrent à Yvelines Numérique ? Alors, j'ai pas le nombre exact en tête. On s'est rapproché de Jouarre-Pontchartrain, qui a fait partie des communes qui ont fait l'expérimentation du déploiement de la vidéosurveillance à travers Yvelines Numérique. Donc, ils sont très satisfaits du service. D'autant plus que, et c'est peut-être un aspect sur lequel j'ai pas insisté, mais que Sophie a bien en tête également, Sophie Mérès, pardon, c'est que lorsque les forces de sécurité ont besoin d'avoir accès à des images, ce ne seront plus les agents de la commune qui seront obligés de faire toutes ces recherches, parce que ça peut être très long, pour avoir juste un segment sur
un secteur trouver le bon segment sur l'heure, et ce sera déporté à Seine-Yvelines Numérique qui, eux, feront le travail. Donc, j'ai pas le nombre de communes en tête. Je dois vous avouer que ils nous l'ont dit à Seine-Yvelines Numérique, mais je me charge de récupérer l'information et je vous l'enverrai. Donc la réponse, 259 communes. Oui. Alors Yvelines et Hauts-de-Seine, hein, puisque c'est Seine, Yvelines Numérique, il y a eu un rapprochement, un regroupement. Voilà. Donc Yvelines 259, Hauts-de-Seine 36. D'autres questions? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité. Merci. Bien. Rapport annuel d'activité du syndicat intercommunal en vue de la gestion des activités du centre culturel La Barbacane, année 2019. Conformément à l'article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal en vue de la gestion des activités du centre culturel La Barbacane, SIVU, a fait parvenir son rapport d'activité pour l'année 2019. Ce document doit faire l'objet d'une communication au conseil municipal et n'est pas soumis au vote. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de prendre acte de ce rapport qui sera mis à la disposition du public pendant 1 mois auprès de la Direction générale des services après la séance du conseil municipal. Bien. Alors, depuis le mois de septembre 2019, bon, on n'était pas présents, on n'était pas élus, on était juste membre du CIVU. Nous avons eu une nouvelle directrice qui est arrivée après le départ de M. Jean Feugère, qui est parti en mois de juin. Alors, je vais vous donner quelques chiffres en ce qui concerne les activités 2019. Il y a eu 24 spectacles pour 3837 spectateurs. Alors, c'est suivant les lieux et les jauges. Évidemment, à Garancière, il y en a 120, à Marc, il y en a 80, ça va dépendre. Alors, intéressant au niveau des pourcentages, parce qu'on nous pose la question, combien il y a de personnes qui vont au spectacle de la Barbacane. Alors, j'ai fait un petit compte, un petit calcul. Nous avons eu sur les 24 spectacles, je précise, 11 spectacles qui étaient supérieurs à 90%, voire 100%. 10 spectacles entre 50 et 90% et 4 spectacles entre 40 et 50%. Donc c'est intéressant, ça veut dire que quand même, sur quasiment plus de la moitié, même les 3/4, on peut dire que c'est entre 50, 55, 60 et 90%, et plus de 90%. C'est le report qui a été fait pour 2019, je précise. Donc, pour le cinéma, 284 séances, dont 20 scolaires, qui ont accueilli 7405 spectateurs. C'est quand même une belle réussite, parce qu'il y a quand même pas mal de séances. Surtout, ce qui marche pas mal, d'après les renseignements que j'ai pris, c'est le dimanche vers 18h. On a pas mal de personnes qui, avant de dîner, viennent au cinéma à la Barbacane. Il y a eu pas mal de choses aussi qui ont été faites au niveau de l'action culturelle. Il y a eu des ateliers musique, des masterclass, des ateliers d'improvisation, répétition, des ateliers par enfants, des concerts à domicile, des ateliers théâtre. Bon, dans le bilan qui a été fait, vous verrez, tout a été indiqué concernant toutes les activités du CIVU. Concert à domicile, je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait aussi des animations au niveau de la... comment on appelle ça? Ah zut. Les établissements pénitentiaires, merci, voilà. Ça, c'est le rapport d'activité, je précise. Vous avez des questions, n'hésitez pas, mais c'est surtout à bien lire ce rapport d'activité, et puis... si vous avez des questions, je tâcherai d'avoir les réponses assez rapidement pour vous les communiquer. Et sachez que nous n'étions pas à ce moment-là aux affaires. Il y a des questions?
On passe au vote. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de vote. Juste, on prend avec, pardon, force de répéter. Juste une petite précision, j'ai oublié de dire tout à l'heure, nous devions avoir la présence de M. Lévrier, notre sénateur. Malheureusement, elle était retenue plus longtemps qu'elle avait prévu au Sénat pour une commission, donc il ne sera pas présent ce soir. Bien. Alors, je laisse la parole à ma collègue Isabelle Rampos concernant le CILI. Donc, est-ce que comme toi, je lis ce qui est au début? Donc, conformément à l'article L.5211-39 du Code des collectivités territoriales, le syndicat interrégional du lycée de la Queue des Yvelines, CILI, nous a fait parvenir son rapport d'activité et son compte administratif pour l'année 2019. Ces documents doivent faire l'objet d'une communication au conseil municipal et ne sont pas soumis au vote. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de prendre acte de ce rapport et de son compte administratif. Ce document sera mis à la disposition du public pendant 1 mois auprès de la Direction générale des services après la séance du conseil municipal. Donc, concernant les différentes réunions qui ont eu lieu, donc le bureau a été renouvelé. Le nouveau président, c'est M. Verenman, qui est le délégué de la Queue des Yvelines. Il y a eu également 2 vice-présidents et 7 assesseurs. Alors là, est-ce que je dois détailler les recettes, les dépenses? Donc en fait, j'avais deux documents. Il y avait le rapport des activités de l'année et le compte administratif. Alors en ce qui concerne le compte administratif, lorsque vous aurez le document, vous avez un tableau à la page 7 qui donne le récapitulatif des recettes, dépenses et excédents. Je donne les chiffres. Alors en budget de fonctionnement, les recettes, 373 200... je recommence. 373 520,39 €. En dépenses, 320 840,01 €. Donc, ce qui fait un excédent de 52 680,38 €. En budget d'investissement, les recettes, 289 611,32 €. En dépenses, 85 795,75 €. Ce qui fait un excédent de 203 815,57 €. Et en total, donc, fonctionnement plus investissement, les recettes, 663 663,13,71 €. En dépenses, 406 635,76 €. Ce qui donne un excédent de 256 495,95 €. Alors, sont expliqués dans les documents comment se répartissent les recettes et les dépenses. Est-ce que je le dis? Donc, les recettes, vous avez un récapitulatif régulièrement, vous avez plusieurs récapitulatifs sous forme de camembert coloré, très bien expliqué. Bon, on peut quand même savoir que les recettes principales viennent des communes qui versent 210 € par lycéen. Et donc, à la fin du document, il y a une liste de toutes les communes avec combien de lycéens par commune on a. C'est assez intéressant quand même. Sachant que la région, elle, donne 8 € par élève et les communes 210 par élève. Voilà. Donc après, il y a eu la réflexion de la piste d'athlétisme, par exemple, éclairage LED, dépenses de personnel. Les indemnités des élus ont été votées lors de la première assemblée. Ils ont groupé les commandes pour l'électricité et le gaz pour un moindre coût, mis en place un règlement pour la protection des données, et ils ont aussi une assurance pour la protection des agents. En section d'investissement, rien n'a été demandé aux communes parce qu'il y avait un excédent de report de 2018. Et les achats au niveau de la section d'investissement, réfection du terrain de foot, achat de tatami, de but de basket, d'une autoportée, je ne sais pas ce que c'est qu'une autoportée, je n'ai pas eu le temps de chercher. Iseki. C'est une tondeuse? D'accord. Je n'ai pas eu le temps de chercher, je suis désolée. Des tapis de protection, aussi une rénovation du logement du gardien, parce qu'en fait, le gardien, l'ancien gardien est parti à la retraite, et puis le jardinier a été remplacé également. Voilà, des mises aux normes.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai noté. Si vous avez des questions. Pas de questions particulières? Bien. Donc on prend acte du rapport d'activité. Lucie. Oui. Modification du tableau des effectifs. Alors il y a eu quelques mouvements de personnel, mais il convient bien sûr de mettre ce tableau à jour. Alors concernant la filière technique, après avis de la commission administrative paritaire du CIG en date du 25 septembre, un agent a pu bénéficier d'une promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Une procédure de recrutement est en cours actuellement, je pense que vous êtes au courant, pour pouvoir le poste de directeur des services techniques. Et donc un poste d'ingénieur sera vacant début du mois prochain, le 4 janvier. Mais le candidat peut aussi détenir le grade d'ingénieur principal au vu du profil prévu. Donc il serait donc souhaitable de créer ce poste dans cette hypothèse. Dans la filière police, toujours après avis de la commission administrative paritaire, donc il s'agit d'un de nos agents, il a pu bénéficier d'une promotion interne au grade de chef de service de police. Donc, pour mettre à jour ce tableau, il convient de créer un poste d'agent de maîtrise et donc effectivement supprimer un poste d'adjoint technique principal de première classe, création d'un poste d'ingénieur principal et dans la filière police, création d'un poste de chef de service de police municipale et suppression d'un poste de brigadier chef principal. Avez-vous des questions? Oui? Monsieur le maire, je voulais juste savoir si vous aviez déjà commencé le recrutement pour le poste de directeur des services techniques. Absolument. Il y a eu de nombreux candidats. On a eu, oui, quelques candidats qui ne correspondaient pas à ce qu'on souhaitait. Bon. Voilà. Et en ce qui concerne notre police municipale, Oui. est-ce qu'on a un espoir de voir ces effectifs doublés d'ici peu de temps ou... Oui, j'espère. Ah. J'espère, oui. D'accord. C'est en cours. D'accord, merci. Si vous n'avez pas d'autres questions, Monsieur Gascoin, s'il vous plaît. Bon, allez-y. Il faut que Ouais. je vous cite mon nom, c'est ça? Oui. Alors, Philippe Gascoin. Oui, donc c'est donc le remplacement, le sujet de ma remarque. Donc c'est pour remplacer donc notre responsable actuel des services techniques. Je me souviens que bientôt ancienne directrice est arrivée sur le poste alors qu'elle n'était pas encore ingénieure territoriale. Donc là, elle était technicienne, première classe, enfin tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, elle est arrivée donc au poste, au grade donc d'ingénieur. Donc c'est une progression. Aujourd'hui, nous parlons d'un recrutement et nous ouvrons déjà la voie à avoir éventuellement un ingénieur sur ce poste d'ingénieur principal. Alors je dirais, pourquoi tant d'empressement? Parce qu'aujourd'hui, au tableau, il y a déjà un poste d'ingénieur qui existe et il sera peut-être bien temps de modifier ce poste en ingénieur principal quand on aura effectivement fait le recrutement. Enfin, c'est mon point de vue. Donc, comment allez-vous gérer cette demande de ma part? Au vu de tous les projets, si vous voulez, qu'il y a actuellement, qu'il faut terminer, d'accord? Et au vu des autres projets qu'on a sur la commune, on a souhaité avoir un titre supplémentaire, si vous voulez, à ce directeur des services techniques. D'autant que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec toutes les charges actuelles concernant la partie technique, et je pense que Michel Leblay pourra vous en dire deux mots parce qu'il est vraiment sur la brèche, on a vraiment besoin d'une personne, une qualité supplémentaire. Alors ça ne veut pas dire qu'on va prendre spécialement un ingénieur, mais on ouvre le poste. Pas l'ingénieur principal, mais on ouvre le poste au cas où. D'autres questions? Non? On peut passer au vote? Bien.
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à M. Thierry Doléan, service financier. Merci, monsieur le maire. Donc, cette première délibération, vous vous en souvenez, en juillet dernier, nous avions sollicité une aide départementale, avec le département, nous avions sollicité une aide pour les commerces de proximité pour prendre une partie de leurs charges, notamment de loyer, pendant la période du Covid. Donc les dossiers ont été instruits cet été. Un certain nombre ont été validés qu'on a vu dans un précédent conseil municipal. Et il convenait en fait de modifier le budget en recettes et en dépenses, puisque je vous le rappelle, le département ne pouvait pas intervenir directement auprès des commerces et devait passer par les communes, donc par Ben en l'occurrence pour les commerces de proximité bénois. Donc tous les dossiers qui ont été acceptés représentent une somme de 32 000 euros. Donc les 32 000 euros vont être versés par le département et nous avons fait le choix d'avancer la trésorerie pour les commerces et donc de verser directement, dès qu'on a eu la notification du département, de verser directement les subventions au commerce. Donc l'intégralité a été versée de mémoire il y a plus d'un mois maintenant. Et donc cette délibération propose de faire la régularisation dans le budget, donc de rajouter 32 000 euros en dépenses et 32 000 euros en recettes, pour équilibrer les comptes. Des questions? On passe au vote. J'avais une remarque effectivement sur ces aides, mais il semblait la dernière fois qu'on avait évoqué le fait qu'une mairie ne pouvait pas directement verser de subventions à titre privé et de ce fait-là, même si en fait vous servez de boîte aux lettres par rapport à la subvention qui a été versée par le département, c'est ça? Alors techniquement, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est un dispositif départemental qui, lui, ne pouvait pas verser directement au commerce de proximité. Et donc les communes jouent un peu le rôle de boîte postale réglementaire, en fait, pour que et le dispositif et le versement des sommes soient conformes au règlement des collectivités territoriales dans leurs relations avec les commerces de proximité. On passe au vote. Je voudrais juste dire une petite chose. En fait, cette aide, c'est très bien. On peut tous s'en réjouir pour les commerçants qui sont concernés. Ce qui est dommage, c'est que il y a d'autres professionnels qui sont aussi touchés et qui n'ont pas d'aide, malheureusement. Donc peut-être que on pourra, si jamais il y a un troisième confinement, penser à l'avenir, parce que c'est pas exclu, penser à l'avenir pour penser à une formule pour essayer d'aider les entrepreneurs locaux. Oui, alors comme ça a été rappelé, évidemment à la commune, on n'a pas vocation et pas les moyens de pouvoir aider tous les entrepreneurs. Je parle de manière sonnant et trébuchant. En revanche, depuis le début du confinement, sur le site de la municipalité, ont été centralisés l'intégralité des liens et l'intégralité des dispositifs d'aide mis en place par l'État, par la région, par le département, par l'Europe. Et un contact a été fait directement auprès des commerçants pour les solliciter s'ils avaient besoin d'aide, pour, on va dire, un peu d'ingénierie ou de conseils pour répondre à ces aides. Il revient à la responsabilité privée, en fait, donc à chaque entrepreneur aussi de répondre à ces aides, et la mairie n'a pas vocation à le faire. Et après, j'entends que la situation est très difficile, et comme vous, en fait, on regrette le manque de considération pour certaines activités de la part du gouvernement. Malheureusement, on ne peut que regretter ensemble et tenter de faire le mieux que l'on peut avec les armes que l'on a. D'ailleurs, récemment, on a passé une convention avec la Chambre de commerce et de l'industrie
pour permettre à nos commerçants d'avoir un espace de vente en ligne gratuit, assez simple à mettre en œuvre, sur lesquels les gens peuvent commander, et puis les commerçants livrer ou les gens venir chercher leurs commandes chez les commerçants. Donc on essaie de faire au mieux avec le peu de moyens qu'on a, mais on peut éventuellement faire un courrier au gouvernement pour exprimer conjointement tous nos regrets dans la gestion de cette crise. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Eh bien, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, toujours sur le budget général, la commune va voter, est en train d'établir son budget pour l'année 2021 et le vote aura lieu sûrement fin mars, début avril. En revanche, entre-temps, le Code des collectivités territoriales, même si les sommes ne sont pas encore votées sur le budget 2021, donc le CGCT permet aux communes d'engager un certain pourcentage de sommes en investissement sur base du budget de l'année précédente et puis des sommes en fonctionnement. Moi, je suis sur la délibération, autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses avant le vote. Ah, pardon. Ah, ben. Bon, je vous ai fait du teasing sur celle d'après. Alors, cette délibération, c'est donc une décision modificative sur le budget d'assainissement. Donc, grâce à la sagacité de nos agents, a été constatée en 2019 une erreur d'écriture en fait sur des sommes d'investissement à hauteur de 1 135 000 euros. En fait, c'est vraiment une erreur technique, c'est-à-dire que les 1 135 000 euros ont été inscrits sur une ligne qui n'était pas adéquate. Et cette délibération propose de faire cette modification pour que la ligne soit bien inscrite au bon endroit sur le budget. Et la bonne nouvelle, c'est que ça va nous permettre de récupérer la TVA sur cette somme sur le budget d'assainissement, puisque là où elle était positionnée avant, la TVA n'était pas perceptible. Des questions ? Sur cette délibération, vous pouvez nous rappeler le taux de TVA dans ce cas-là? C'est 20%. 20%. Il est à 20%, oui. Merci. D'autres questions? Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc après le teasing de tout à l'heure, je reviens donc sur la délibération qui s'appelle autorisation d'engagement et de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2021 sur le budget général. Donc comme je le disais précédemment, le Code des collectivités territoriales nous permet d'engager un quart du budget d'investissement voté sur l'année précédente et la totalité du budget de fonctionnement qui a été voté sur l'année précédente. Cette délibération vous propose d'engager plusieurs sommes en investissement. Alors, ce n'est pas de les engager, c'est de les ouvrir et on pourra les mobiliser si on en a besoin. Donc, c'est vraiment de la prévision en cas de problème. Typiquement, sur l'opération 11, hôtel de ville et bâtiments, on propose d'inscrire 10 000 euros sur l'acquisition de matériel informatique ou de bureau. Nous ne sommes pas à l'abri aujourd'hui qu'il y ait un crash d'un serveur ou un matériel à remplacer. Il ne faut pas qu'on soit bloqué pour le faire. Donc ces 10 000 euros ne seront évidemment pas dépensés s'il n'y a pas besoin, c'est juste pour parer à l'urgence. Et les 20 000 euros sur travaux hôtel de ville, ce n'est pas 20 000 euros qu'on inscrit pour faire des travaux, c'est une prévision dans le cas où l'onduleur pourrait lâcher. Il faudrait qu'on puisse le remplacer rapidement, ou s'il y a des problèmes électriques qui poseraient des problèmes, il faut qu'on puisse les remplacer, ou le chauffage, enfin voilà. C'est vraiment, on ouvre des lignes de crédit dans le cas où on aurait besoin d'intervenir rapidement. L'opération 12 pour les espaces verts, sur la voirie, pardon, c'est 168 000 euros. Donc là, pareil. D'ailleurs, on a eu le cas là, ce week-end d'une fuite d'eau à la ferme de l'Orme et au Pissotte qui a gravement endommagé la voirie.
Cette ligne-là va nous permettre de faire des réparations en urgence sur la voirie en cas de besoin, si on a un hiver très rude ou d'autres accidents comme il y a eu ce week-end. L'opération 13 pour 120 000 € sur les équipements culturels. Donc il y a une partie alors là, c'est pas vraiment de la prévision. Donc il y a une partie, c'est pour finaliser les travaux d'adaptabilité pour les personnes en situation de handicap à l'école Victor Duruy. Et l'autre partie, 20 000 €, les choses allant un peu plus vite que prévu, on est en capacité de lancer dès maintenant, enfin très rapidement, donc dès le début de l'année, la maîtrise d'œuvre pour l'aménagement du terrain de football synthétique à Mortemay. Donc là, c'est juste pour engager les études. Au budget 2021, on inscrira les sommes qu'on vous avait présentées en plan pluriannuel lors du débat budgétaire de cet été, les sommes pour la réalisation de ce terrain synthétique. Ensuite, les opérations de transport, donc 12 000 € pour l'achat d'un véhicule. C'est évidemment pas pour acheter un véhicule avec ces 12 000 €, mais c'est aussi pour les réparations ou les acquisitions en urgence. Et l'opération 17 sur les réseaux, c'est en cas d'accident ou de détérioration d'un mât d'éclairage, ça nous permettra de mobiliser cette ligne. Voilà ce que j'avais à dire sur cette délibération. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, s'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Oui, mais bon, Je vais juste poser une toute c'est vrai qu'on se réveille un peu avant. Excusez-moi, monsieur le maire. Je vais juste poser une toute petite question parce que, en fait, on a parlé de l'engagement des études pour l'aménagement d'un terrain synthétique. Et donc, c'est ce que vous avez dit, Thierry. Et là, c'est la maîtrise d'œuvre qui est. Donc, c'est la maîtrise d'œuvre ou c'est l'étude? Pendant la maîtrise d'œuvre, il y aura l'étude. Donc, ça veut dire que c'est engagé. Non, ça va pas démarrer. On va démarrer là en début d'année 2021. Et il faut qu'on ouvre déjà les crédits pour déjà mandater la société qui sera retenue. Alors, je n'ai pas les détails. Hein. La société qui sera retenue pour démarrer la maîtrise d'œuvre. Donc, les études et la définition du projet. Enfin, le chemin naturel d'un projet d'investissement. Oui, si je puis me permettre, ce qui est sous-entendu, c'est l'engagement ou pas à l'étude, c'est en fonction du résultat de l'étude, si c'est la faisabilité ou pas. Alors, en fait, en commission sport, tous ces sujets-là ont déjà été abordés. Il y a eu un atelier de travail aussi qui a abordé tout ce sujet. Donc, en fait, la faisabilité a été actée suite à des conseils. Et je vais laisser la parole à monsieur Philippe Lecoustour. Lecoustour va vous expliquer en détail. Et en fait, je vais prendre la parole plus tôt que prévu. Effectivement, la faisabilité du terrain synthétique est actée déjà, puisque, pour votre information, le terrain synthétique se trouvera sur le terrain qui est parallèle à l'avenue Général Maréchal, à l'avenue Leclerc. Je ne sais jamais si c'est Général ou Maréchal. Donc, il se trouvera en parallèle de cette avenue. Pourquoi une maîtrise d'œuvre? Parce que il y a quand même une certaine technicité sur la conduite de tels travaux, notamment en matière de remblai, en matière de tenue du terrain. Donc là, oui, la faisabilité, elle est connue. Pour tout vous dire, nous avons dans nos collègues quelqu'un qui est dans la partie et donc qui nous a donné des conseils. Mais qui bien sûr n'a pas du tout candidaté pour la maîtrise d'œuvre ni pour les travaux, c'est évident. Mais en fait, maintenant, la mission, ce sera quoi? Ce sera un APA, enfin une étude d'avant-projet sommaire, une étude d'avant-projet définitif, la passation et l'exécution des contrats de travaux, la coordination et le pilotage du chantier, parce que ça va demander quand même la présence de plusieurs entreprises, notamment une entreprise de terrassement, puis des entreprises spécialisées aussi sur le terrain synthétique. Quand je dis que l'étude est engagée, on sait qu'on peut le faire là, mais il va falloir aussi voir le matériau qu'on va mettre en place, parce que vous voyez qu'il y a quelques discussions sur les types de matériaux qu'on peut mettre en place, notamment sur les polymères et ainsi de suite. Donc on va faire un choix là-dessus. On a déjà quelques vues. Et puis on a besoin aussi d'une assistance à la réception du chantier, c'est-à-dire un maître d'œuvre qui soit capable de nous dire, écoutez, le terrain synthétique, il va tenir 10 ans, puisque l'idée c'est qu'effectivement on ait quelque chose qui puisse permettre
notamment aux footballeurs, de pouvoir faire vivre l'association de façon correcte, sans être obligé d'avoir à reporter des matchs parce qu'il a plu ou parce qu'il a neigé. Enfin, quoique neigé, non, parce que le terrain synthétique sera pas praticable, mais de toute façon, quand il neige, en général, les compétitions sont arrêtées. Mais quand il a plu, le terrain synthétique pourra être utilisé. Le terrain synthétique pourra aussi être utilisé par le scolaire, puisqu'actuellement, les scolaires ne peuvent pas utiliser les terrains quand il fait pas beau. Et puis surtout, ce terrain synthétique sera ouvert dans les périodes de vacances, ouvert à tous les participants, enfin toutes les personnes qui voudraient profiter de ce terrain pour jouer au foot, au basket, au hand, enfin ce qu'ils veulent. Ce qui fera un petit peu le pendant du City Park qui va voir le jour février-mars. Voilà, ça fera le pendant pour le Val des Quatre Pignons. Ça donnera un terrain de jeu ou un terrain de sport, de jeu pour les enfants, voire pour les adultes. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on a pris une maîtrise d'œuvre. Juste, et puis après, c'est effectivement le choix polymère et autres. Je suis pas du tout un spécialiste, mais on a vu quand même que c'était un débat très controversé, et je sais pas si depuis ils ont fait des progrès, mais c'est vrai que le choix du revêtement est fondamental pour la santé, l'écologie et autres. À la limite, si M. Sellerin veut dire un mot effectivement sur les matériaux. Monsieur Sellerin, pardon, M. Loisel. Excusez-moi, Serge Sellerin est loin actuellement. Bonsoir. Oui, donc pour répondre à la question, donc on a réfléchi à ce sujet. Effectivement, il y a quand même des cas qui ont été mis en évidence par la mairie de Paris, qui a cherché à savoir si les granulats qu'on peut mettre, qu'on appelle des SBR, étaient cancérigènes. Toutes les études ont montré que ce n'était pas le cas. C'est-à-dire, on a pris pour l'instant la décision en préétude de plutôt mettre un sable roulé très fin qui permet évidemment de n'avoir aucun risque à ce sujet. Donc, sachant qu'il y avait aussi une discussion sur le liège et autres, qui n'est pas fermée, puisque la maîtrise d'œuvre est quand même là pour nous aider. Mais c'est un produit qui est très cher et très volatile, qui nécessiterait ensuite d'avoir des travaux d'entretien tous les 3 ans qui sont relativement coûteux. J'ajoute par ailleurs qu'au-delà de la sécurité, le principe de mettre du sable, c'est en matière d'entretien et de maintenance, c'est beaucoup plus simple que d'autres matériaux. D'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc à l'unanimité. Enfin non, une voix, pardon. Décidément, je vais aller plus vite que la musique. Merci. Encore à vous, Monsieur Deléan. Merci Monsieur le maire. Donc dernière délibération sur le budget ce soir, et là c'est sur le budget assainissement, donc une autre délibération qui vous propose d'autoriser l'engagement de 59 000 € pour les travaux de rénovation du réseau d'assainissement. C'est simplement pour assurer la continuité du projet qui est en cours d'extension de l'assainissement sur la commune et d'engager les sommes nécessaires pour janvier, février et mars. Question? Monsieur Copin? Oui, monsieur le maire. Il avait été évoqué il y a quelque temps qu'une information assez générale serait faite auprès des riverains qui demandent quand les travaux vont pouvoir commencer dans les différents quartiers et qui, je crois, sont connus maintenant, n'est-ce pas? Je laisse la parole à Monsieur Noblet qui va vous répondre. Donc les travaux devraient commencer courant premier trimestre 2021. Cette semaine sont partis tous les courriers aux personnes qui avaient signé les conventions, ont reçu tous un courrier personnalisé avec le montant exact des travaux, leur modalité de paiement, ainsi de suite. Les derniers courriers sont partis ce matin. On attend maintenant le retour en mairie de ces courriers signés par les propriétaires. Et après, moi, une fois que ça s'est fait, c'est validé également par la maîtrise d'œuvre et on enclenche les travaux à la suite. Merci. Voilà. D'autres questions? Non. On passe au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bien. Alors, dispositif départemental entretien du patrimoine rural, création d'un carnet d'entretien pour le château. Alors, je voulais l'exposer. Par sa volonté d'entretenir et de valoriser son patrimoine historique architectural, la ville de Benne souhaite intégrer le dispositif départemental entretien du patrimoine rural 2018-2022 proposé aux communes ou groupements de communes de moins de 25 000 habitants adhérents à l'agence Ingénierie. Afin de limiter les restaurations lourdes et coûteuses des monuments, le conseil départemental souhaite renforcer son action dans le domaine de la conservation préventive du patrimoine en soutenant en particulier les communes rurales dans leur effort d'entretien régulier des édifices historiques recensés par le département des Yvelines en tant que patrimoine culturel, appartenant aux communes, églises, chapelles, lavoirs, etc., qu'ils soient protégés ou non au titre des monuments historiques. Ce dispositif s'accompagne d'aides financières, techniques et juridiques du département en complément du soutien de l'agence Ingénierie chargée de la mise en œuvre du dispositif. Dans ce cadre sont éligibles les opérations suivantes: les diagnostics sanitaires d'un édifice réalisé par un architecte conformément à l'article 3 du règlement du dispositif, donnant lieu à la création d'un carnet d'entretien. Les visites de surveillance destinées à la mise à jour des carnets d'entretien des édifices réalisés annuellement par un architecte et les travaux de strict entretien, de maintenance courante et toute opération de conservation préventive des édifices identifiés lors de l'établissement des diagnostics sanitaires. La ville de Benne, pour son château, peut être bénéficiaire du dispositif. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter une délibération globale qui approuve le projet de réalisation et la mise à jour d'un diagnostic sanitaire d'entretien de l'édifice concerné, ainsi que la réalisation de travaux d'entretien. Alors, si vous voulez un bref historique, vous savez que depuis 2016, le mur, il est par terre. On a réalisé quelques travaux d'entretien et notamment de protection de manière à pouvoir relaisser libre le passage à côté de la poste, de nettoyer évidemment à l'intérieur des douves, de manière à ce qu'il y ait un aspect un peu plus correct. Bon, ça c'est une chose. Bon, nous avions apparemment jusqu'à présent, il y avait des difficultés de compréhension entre la mairie, pas nous mais l'ancienne, et la DRAC. Et donc, le 14 octobre, à la demande de la DRAC, il y a une réunion ici, des partenaires des ABF. Il y avait le conservateur régional des bâtiments de France, il y avait le conservateur des Yvelines, il y avait un certain nombre de responsables, et pour lequel on a pu, disons, discuter d'une manière franche, correcte, de ce qu'on voulait faire du château. Donc on a en fait permis de reconstituer, si vous voulez, une équipe qui veut travailler ensemble pour l'entretien de ce château. Je dis bien l'entretien, pas la restauration, pas question de reconstruire les châteaux, bien évidemment. Mais pour ce faire, la DRAC avait besoin d'un certain nombre d'informations, et notamment concernant la Mauldre. Et vous savez que, bien sûr, c'est bien à cause de la Mauldre que le mur était tombé. Et donc, nous avions invité Madame Calvin de la Cobama, qui a bien expliqué qu'en fait, la Mauldre n'avait rien à voir, la Mauldre directement n'avait rien à voir avec le fait qu'elle soit tombée, et qu'en fait, il n'y avait aucune liaison technique entre la Mauldre et le fait que le mur soit tombé. D'accord ? Non, en fait, on travaille aussi avec la Cobama sur la première phase concernant la renaturation de la Mauldre, et les éléments techniques ont donc été envoyés à la DRAC, conformément à leur demande, pour qu'ils puissent vérifier qu'effectivement, il n'y avait pas d'action directe entre la Mauldre actuellement, et qu'il n'y aura pas d'action directe au moment où ça sera renaturé de la Mauldre sur le château. Évidemment, c'est pour éviter de reconstruire le mur du château tous les 10 ans, tous les 15 ans, tous les 20 ans. Voilà. Alors, il nous a indiqué qu'une fois les éléments scientifiques fournis et l'engagement de la mairie à travailler à la dévégétalisation du château, on aura un avis favorable à la reconstruction du mur. Donc, nous avons eu un courrier, effectivement, du conservateur régional qui nous indique qu'au vu des éléments que nous avions fournis et au vu du carnet d'entretien
qui sera établi par ingénierie, nous pourrons obtenir l'autorisation, en déposant le dossier, de reconstruction du mur du château. Alors ce carnet d'entretien, c'est une visite évidemment des architectes spécialisés en la matière qui vont préconiser un certain nombre d'actions au niveau de l'entretien. Alors je dis l'entretien, je ne sais pas si vous voyez l'extérieur, mais à l'intérieur, au niveau supérieur, c'est une catastrophe. Il y a des arbres qui poussent partout. Donc si on veut éviter la dégradation complète du château, il nous faut intervenir rapidement. Mais ça, on le fait grâce à ce carnet d'entretien qui est financé à 80% par le département des Yvelines, dans le cadre de cette opération et de ces contrats 2018-2022. Donc la première opération, c'est effectivement de signer cette convention avec le département qui devrait passer dans une commission permanente au département au niveau du fin janvier, entre le milieu et fin janvier 2021. Une fois ça passé, à ce moment-là, il y aura un architecte qui viendra, qui établira un carnet d'entretien et à nous de le réaliser. Et tous les ans, il y aura un suivi, évidemment, des travaux d'entretien que nous aurons pu faire. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez infirmer ou confirmer le fait qu'il y a eu une somme payée par l'assurance pour pouvoir effectivement reconstruire le mur de ce château? Par l'ancienne équipe, pas par la vôtre? Oui, oui. D'accord. Et elle a été utilisée ou... À ma connaissance, l'assurance a versé une somme. D'accord. Une somme globale, oui, oui. D'accord, ok. Dont le château, Autre la chose, construction du mur. juste avant les inondations, certains travaux étaient prévus effectivement sur la hauteur du château. Est-ce que ça va rentrer? Est-ce qu'on abandonne complètement ces travaux? Est-ce que ça va rentrer dans le carnet d'entretien? Alors, le carnet d'entretien, lui, va nous dire ce qu'on doit à faire, mais ce n'est pas pour des travaux futurs. D'accord. D'accord. C'est purement de l'entretien. Vous n'avez pas connaissance des travaux qui avaient été prévus avant les inondations? Avant les inondations, il y avait cette fameuse rue traversière qui devait être utilisée, et puis un passage complètement de l'autre côté. Bon, ça, c'est un projet qui date d'assez longtemps quand même. Oui. Hein, d'accord. Nous, ce qu'on envisage éventuellement, si c'est possible, c'est qu'une fois cette rue traversière propre et tous les éléments propres au-dessus, je le dis bien au-dessus, éventuellement de pouvoir ouvrir la porte, enfin, pour des visites éventuellement. Oui. D'accord, merci. Vas-y, Stéphane. C'est vrai que le schéma est complexe, puisque c'est une arlésienne depuis le temps qu'on en parle de ce château. Et qu'est-ce qui fait le lien entre cette convention d'entretien et le fait qu'auparavant, hormis peut-être des problèmes de relations, on va dire, avec les institutions, mais ça, qu'est-ce qui va faire que la signature de cette convention va débloquer la situation, si ce n'est que j'ai compris qu'ils allaient débroussailler à l'intérieur et qu'après on pourrait faire le mur. Et je ne vois pas ce qui aurait empêché de faire la même chose auparavant. En fait, pourquoi ça n'avançait pas? Auparavant, je ne peux pas vous dire. Mais pourquoi ça n'avançait pas? Parce que qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui qu'on va signer une convention, même si elle est financée à 80%, que d'un seul coup la situation va se débloquer? Écoutez, nous, on a pris un engagement envers la DRAC de réaliser un certain nombre d'opérations d'entretien. Bon, il y a d'autres projets autour du château, on en parlera en temps utile, et éventuellement dévégétaliser autour, si vous voulez, pour rendre plus attractif ce château, et surtout l'entretenir. Donc c'est un engagement qu'on a pris. Mais il fallait aussi qu'ils aient des engagements techniques du côté de la Cobama pour qu'effectivement, par la suite, la renaturation n'afflue pas sur ce mur du château, enfin sur ce mur ou sur les douves. D'accord? Nous, on a pris cet engagement. Qui n'a peut-être pas été... Moi, je ne peux pas parler pour ce qui s'est passé avant, si vous voulez. Je suis désolé. Nous, alors, on a voulu qu'on puisse reprendre toutes les conversations qui avaient eu lieu avant, sur cette réunion du 14 octobre, où nous étions une quinzaine ou une 18 ici. Et voilà. Mais ce qui s'est passé avant, je n'étais pas partie prenante, évidemment, et nous n'étions pas partie prenante. En tous les cas, nous, notre volonté, c'est justement d'avancer, et la volonté aussi de la DRAC d'avancer sur ce sujet. Je ne remets pas en cause la volonté louable qui est d'essayer d'entretenir ce château dont tout le monde passe devant au quotidien. Ça, c'est pas... Mais
mais qu'est-ce qui aurait fait que, effectivement, cet entretien du château, vu de l'extérieur, la situation historique était complexe entre les différentes institutions, il y avait un blocage, peu importe le niveau. Que moi, mon sentiment, c'est que cette convention ne vienne pas dans les relations avec la DRAC et autres, rajouter une couche, vous voyez, administrative et autres. Non, on ne rajoute pas une couche. Non, absolument pas. Traitement, c'est ça la crainte. Non, on ne rajoute pas une couche en fait. Au contraire. Là, si vous voulez, cette convention va nous permettre de travailler avec le département sur une partie. Et c'est ce travail-là qui permettra, avec les résultats du carnet d'entretien et les documents qu'on a déjà envoyés, ça nous permettra que la DRAC nous autorise à construire le mur. Mais ce n'est pas une couche supplémentaire, c'est une couche à part, si vous voulez. Une fois que le mur sera reconstruit, on n'aura plus rien à faire avec la DRAC, non, parce qu'il y aura certainement d'autres projets, mais on continuera à travailler qu'avec le département. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque tous les ans, il y aura évidemment un contrôle pour voir ce qu'on a fait, et puis etc. etc. Voilà. C'est uniquement ça, mais on ne rajoute pas une couche. Oui. Est-ce qu'éventuellement, on étudie ce qui s'est fait à une certaine époque et qui avait été apprécié, je crois, de refaire des chantiers d'insertion dans ce cas de figure? Pourquoi pas, oui. Oui, bien sûr. Il y a ça, il y a aussi le fait qu'on puisse se réapproprier les douves pour certaines manifestations. Je ne parle pas de la brocante, mais pour certaines manifestations, voilà, comme les journées du patrimoine et autres, quoi, voyez. Ah non, tout à fait. On aura un travail à faire sur la réappropriation des douves, une fois que le mur sera évidemment reconstruit et qu'on aura obtenu pas mal de certitudes concernant la sécurisation du lieu. Merci. En prie. Oui, monsieur Santos. Question. Donc nous avons des acteurs qui s'occupent un petit peu du patrimoine, de l'histoire un peu du château à Bennes. Ce qui est très bien, c'est de mettre en place un dispositif pour son entretien. Ma question, c'est quel est le coût prévisionnel du diagnostic, sachant que le département prend en charge 80% de la dépense TTC et qu'elle est limitée à 8 000 € par carnet. Donc ça veut dire qu'on aura au maximum 8 000 € d'aide et on ne sait pas quel est le coût de ce diagnostic et dans la mesure où il se fait, quand est-ce qu'il pourra être réalisé? Alors, effectivement, vous parlez de chiffres, nous on a mis des sommes si vous voulez, mais en fait on a un premier devis, là pour l'instant, qui est à 8 439, moins 80%. D'accord? Vous voyez, c'est pas 8 000, c'est beaucoup moins, quoi. Pour l'instant, c'est les sommes maximales qui ont été mises de manière à s'assurer que... Voilà. Et dès qu'on aura voté cette délibération, on va l'envoyer donc au service concerné au département, qui le proposera en commission permanente au mois de janvier, et à ce moment-là, l'opération pourra débuter. C'est bon? Ok. D'autres questions? Merci. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Après, je suis... Madame Céline Morin. Alors là, c'est pour la possibilité de l'organisation du séjour d'hiver 2021 à Saint-Jean-d'Arve, qui a lieu tous les ans pour les jeunes de 8 ans à 17 ans. Donc, il est constaté que l'activité proposée aux deux groupes d'âge ne sont pas identiques en raison de la différence d'intérêt du public concerné et ont donc un coût par enfant différent. Aussi, il est proposé d'établir une grille de quotient familial composée d'un tarif propre à chaque groupe d'âge et d'une répartition de l'ordre de 37% pour le quotient le plus faible et de l'ordre de 70% pour le quotient le plus élevé. Le tarif extérieur représentant 100% du coût réel à la charge des familles qui résident hors de Bennes. Ce séjour d'hiver, donc, qui aura lieu la première semaine des vacances de février. Vous avez également toutes les modalités décrites en annexe du présent exposé.
Considérant l'intérêt pédagogique de ce projet pour les enfants bénnois, il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents inhérents à la bonne organisation de ce séjour d'hiver, neige et montagne. Donc sachant qu'aujourd'hui, voilà, selon le protocole et ce qui va être annoncé, voilà, c'est juste une possibilité pour l'organiser, voilà, qu'on ne soit pas bloqué. Si on peut le faire, bien sûr, on le fera avec grand plaisir. Avez-vous des questions ? Bon, si vous n'avez pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Madame Sophie Mérès. Alors, il s'agit de la participation citoyenne. Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche de participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants de la commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de leur environnement. Mise en place dans des secteurs touchés par des cambriolages et des incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante, ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Cette participation citoyenne est encadrée par la gendarmerie nationale et vient conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. Donc, les principaux objectifs de cette démarche sont d'établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus, les représentants de la force publique, d'accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation, de renforcer la tranquillité au cœur des foyers et de générer des solidarités de voisinage. Donc, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi de ce dispositif, donc par la signature d'un protocole. Il s'agit de proposer aux administrés la possibilité de faire remonter des informations directement au service de gendarmerie, donc en l'occurrence pour nous la brigade territoriale de Jouarre-Pontchartrain, et de la police municipale au travers d'un formulaire disponible sur le site web de la ville. Il est à noter que ce service est gratuit et que simultanément il sera mis fin au contrat liant la commune à la société Voisins Vigilants. La dépense restant à la charge de la commune et la pose de panneaux en entrée de ville. Un dispositif d'alerte de la population en temps réel, en cas d'intempérie par exemple, est en cours de recherche pour compléter ce dispositif de participation citoyenne. Il est donc proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter la délibération prévoyant d'autoriser le maire à signer un protocole de participation citoyenne avec la gendarmerie. Vous avez la convention relative à la mise en place du dispositif participation citoyenne dans les pages qui suivent, avec en page 3 donc, de cette convention, un exemple de ce qui sera proposé sur le site pour que toute personne ayant un fait à signaler puisse le faire d'une façon très simple, avec la possibilité d'être une déclaration anonyme, c'est-à-dire de juste renseigner le téléphone et une adresse mail. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. Vous avez déjà un retour d'expérience sur ce type de processus utilisé par d'autres villes environnantes? Alors, moi, je n'ai pas de retour d'expérience direct, mais lors de la présentation, avant le dernier conseil municipal, lors de la présentation, en fait, c'est un dispositif qui est en lien direct avec la gendarmerie, qui incite les personnes à faire des signalements et qui est très intéressant pour la gendarmerie, pour pouvoir avoir des informations, on va dire pas ponctuelles, mais au fil de l'eau, sur un certain nombre d'événements et de pouvoir avoir une vision globale de ce qui se passe sur la commune et de répondre beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement au signalement. D'autres questions? Monsieur Gascoigne. Alors en fait, c'est très bien ce nouveau dispositif. C'est la police, la maréchaussée qui va récupérer donc ces informations, c'est très bien.
Par contre, effectivement, l'action formée par voisins vigilants, qui n'était donc pas organisée par la police, mais qui, de mon point de vue, était plus près de la population. Et donc, il y avait des choses qui se faisaient sur le terrain. C'était des missions, je dirais, citoyennes, en fait. En fait, c'est le voisin qui pouvait notamment parler à son voisinage pour qu'on soit vigilant, c'est qu'à le dire. Là, aujourd'hui, l'information est amenée à la gendarmerie pour essayer de faire avancer la recherche de personnes qui pourraient avoir commis ou fait des choses. Mais l'association Voisins Vigilants, de mon point de vue, ne retirerait rien. En fait, l'association Voisins Vigilants ne retirerait rien aux activités de la police, et on sait très bien que la maréchaussée est en déficit de personnel pour agir. Et donc, je suis étonné que d'un côté, on confie nos affaires à la gendarmerie, et que de l'autre côté, une action qui était faite par les citoyens soit supprimée. Je pense que les deux pouvaient cohabiter, de mon point de vue. Une petite précision, Voisins Vigilants n'est pas une association, mais Voisins Vigilants est une société privée. Donc ça, c'est une énorme différence. Le lien qui a été créé entre les personnes voisins vigilants ou pas, il existe de toute façon entre les gens dans les quartiers, parce que les gens se connaissent. Voisins vigilants n'avaient pas besoin d'être là pour que le lien se fasse entre les gens des quartiers, on est bien d'accord. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que Voisins vigilants ne concerne sur la commune qu'un peu plus de 350 foyers. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, la participation citoyenne va concerner tous les foyers de la commune. Voilà. Et le lien, de toute façon, il existe entre les personnes, et les voisins vigilants n'ont pas besoin d'être là pour créer du lien entre les personnes, de la communication. Entre-temps, ce groupe de 300 personnes, ce groupe de 300 personnes était en lien. C'était un groupe de 300 personnes, c'est quand même pas un détail. Sur une commune comme la nôtre, où certes il y a 3300 boîtes à lettres ou logements, mais c'est fait quand même 10% de la population qui était donc liée à ce système. Si ces 300 doivent aller rapporter leurs informations à la gendarmerie, il va y avoir du défi à la gendarmerie, il va falloir qu'ils embauchent pour récupérer ces informations, je pense. Et ça ne sera pas simple. Alors, il faut savoir qu'il y a une boîte mail dédiée à la gendarmerie et qui est relevée tous les jours avec toutes les informations qui peuvent remonter par le biais du formulaire. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas d'engorgement et les informations sont prises en compte au quotidien. D'autre part, ça permet aussi de relier les informations. C'est-à-dire que si une personne dans un quartier signale quelque chose et un autre dans un quartier signale aussi quelque chose à la gendarmerie, ça peut permettre de faire des liens avec peut-être d'autres affaires qui sont en dehors de notre commune. Que dans le cas de Voisins Vigilants, ça tournait en rond par la boucle, mais ça sortait pas souvent. Vous voyez, ça n'allait pas forcément à la gendarmerie. Vous voyez, effectivement, les gens étaient avertis, mais ils étaient avertis entre eux. Alors, les gens faisaient attention, si vous voulez. Mais en fait, lorsqu'il y avait un problème, ça n'allait pas plus loin, ça n'allait pas à la gendarmerie. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qu'il faut aussi signaler, c'est qu'on a aussi l'intention aussi d'acquérir un logiciel qui sera mis sur le site de la ville de Benne, qui permettra à chaque citoyen de pouvoir, en cas de problème, alerter directement la police municipale, directement quel que soit l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que c'est un logiciel, vous cliquez, bon, ça c'est directement sur le site, l'information va directement sur les tablettes qui seront à disposition des policiers municipaux dans leur voiture. C'est-à-dire qu'ils pourront intervenir directement, et tout de suite. Et non pas attendre qu'on relève éventuellement des boîtes aux lettres. Ça, c'est en cours, on est en train de travailler là-dessus. Donc, si vous voulez, on a plusieurs dispositifs qui permettent justement de reboucler. Il y a aussi tout ce qui est les réseaux sociaux aussi, hein, n'oubliez pas.
Donc, si vous voulez, là, on ne laisse pas simplement un groupe tourner, mais en fait, on élargit complètement. Voilà. D'autres questions? Oui. Oui, monsieur le maire. Je suis moi personnellement attaché à la participation citoyenne. Comme vous le savez, parce que vous étiez venu à la consultation citoyenne sur l'Europe que j'avais organisée en 2018. Et pour moi, c'est une participation citoyenne à la sécurité. C'est ce qui est très bien, mais j'espère qu'on aura aussi une participation citoyenne un peu plus ouverte, c'est-à-dire dans la vie de la commune. Je vais vous poser une petite question sur l'article 7. Je vais le lire très rapidement. Afin de pérenniser le lien le lien privilégié établi grâce à la mise en place du concept de participation citoyenne entre la population et la gendarmerie nationale, des séances d'information et de prévention seront organisées régulièrement sous la direction du maire et du commandant de brigade autonome ou de communauté des brigades de Jouarre-Pontchartrain. Donc ma question est la suivante. À quelle fréquence auront lieu ces séances d'information et de prévention que vous dirigerez? Peut-être, je ne pense pas que ce soit quotidien, ni hebdomadaire, mais peut-être mensuel, trimestriel, annuel. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas défini. Ce sera à définir. Enfin, pas franchement défini pour l'instant. Mais il y aura effectivement des réunions d'information. Vas-y, Sophie. Ce qui a été énoncé donc, avant le dernier conseil municipal, quand la gendarmerie a présenté le dispositif, c'est que normalement cette présentation a lieu en public. Ça aurait pu se faire à la Barbacane, par exemple, en réunion publique. Vu le contexte, ça n'a pas été possible. Ce qui est dit, c'est que tous les 6 mois, une réunion d'information ou une réunion publique pour permettre aux gens de se réapproprier le dispositif, d'y penser. En principe, 2 fois par an, c'est ce qui a été donné comme exemple, c'est un bon rythme de communication. Après, on est toujours à la disposition des administrés à la moindre question, il n'y a aucun problème de ce côté-là. D'autres questions? On peut passer au vote? Alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Bon, bah, Sophie, tu continues. Alors, le sujet maintenant, c'est la création d'un comité d'éthique de la vidéoprotection, ainsi que la désignation de ses membres. Donc, la ville de Benne a une installation de vidéoprotection sur les espaces publics et elle souhaite donner au respect des libertés individuelles et fondamentales une place primordiale, conformément à l'esprit de la loi d'orientation et de programmation de la sécurité du 21 janvier 1995 et de ses décrets d'application. Donc cette création, après installation des caméras, va permettre d'associer le comité d'éthique à l'élaboration d'une charte d'éthique de la vidéoprotection, dont il veillera ensuite au respect. Donc la composition doit répondre à des objectifs d'équilibre, d'indépendance et de pluralité, à un collège d'élus issus de la majorité et de l'opposition, et donc associer un collège composé de personnalités qualifiées. Donc ces personnalités qualifiées pouvant siéger sont monsieur le maire de la commune de Benne ou son représentant, monsieur le commandant de brigade de la gendarmerie nationale, monsieur le responsable de la police municipale ou son représentant, et le référent sûreté de la cellule de prévention technique de la malveillance de la gendarmerie nationale. Donc il convient également de désigner 8 membres du conseil municipal pour siéger au sein du comité d'éthique, répartis comme suit: 5 sièges pour les membres de la majorité et 3 sièges pour les membres de l'opposition. Donc il est demandé aux membres de l'Assemblée délibérante de créer un comité d'éthique de la vidéoprotection et de désigner ses membres. Alors, au niveau des membres, nous avons eu la communication que M. Stéphane Tronche voulait faire partie de ce comité d'éthique, c'est bien exact? Après, je ne sais pas. Donc, M. Gascoigne. Et M. Ah, pardon, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ok. Donc,
Oui. Donc au niveau de l'équipe municipale majoritaire, donc Monsieur Philippe Mirault, Monsieur Félicien Margaretaz, Madame Annick Pandolfi, Monsieur Joël Maillard et moi-même. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez des questions? On peut passer au vote? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Je passe la parole à Monsieur Michel Leblay, service urbain et environnemental. Donc, suite à la loi Allure, il y a eu les transferts de compétences pour les PLU ont été donnés aux communautés de communes. Le transfert de compétences intervenait automatiquement le 27 mars 2017, sauf si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposaient. En 2017, la commune de Benne s'est ainsi opposée à ce transfert de compétences. Et donc, on vous demande de continuer à s'opposer à ce transfert de compétences, c'est-à-dire que la commune de Benne garde la maîtrise de son PLU. Il y a des questions. Des questions? On passe au vote. Bien, qui est contre? Je ne me trompe pas, on est bien dans la compétence, le plan d'occupation, le plan d'urbanisme. Hein. Oui. Alors, je dirais oui et non. Alors, je dis oui parce que nous appartenons à un même terroir, nous avons les mêmes racines et donc nous devrions partager tout un ensemble de choses ensemble. Voilà, quand je dis partager, c'est vraiment partager complètement. Parce que nous devons avoir le souci de travailler ensemble dans Cœur d'Yvelines. Alors je dirais non, parce que il faudrait que nous ayons tous les mêmes règles. Et si nous n'avons pas tous les mêmes règles, on peut penser que certains pourraient s'arroger certaines choses et d'autres ne pourraient pas l'avoir. Parce que je vous rappelle que nous avons quand même quelques précédents ici dans cette ville. Notre service de l'urbanisme s'est retrouvé rapatrié à Benne sous prétexte que les dossiers n'étaient pas bien diligentés. Ça nous a valu des constructions, des permis de construire à gogo, le règne de M. Bricot et des permis de construire qui ont été délivrés, c'était la grosse mascarade. Les promoteurs ont rigolé tant qu'ils pouvaient. Donc, si on peut trouver un système qui arrête ce genre de procédure, enfin de procédé plus précisément, eh bien, je dis bravo. Donc, j'espère que nous aurons tous la même communauté de vie et donc que nous aurons tous les mêmes intérêts à sauvegarder notre région. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je compléterai mon propos en disant simplement que en une vingtaine d'années, au moins 300 logements ont été construits. Donc au bas mot, on a consommé 10 à 12 hectares de terre. Tout ça pour ne pas avoir gagné un seul habitant à Benne. Alors, construire des pavillons pour se faire plaisir, enfin je dirais que ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est surtout pour les promoteurs. Pour eux, c'est une très très belle affaire. Mais pour nous, Bennois, surtout quand on est responsable des finances publiques, eh bien pour nous, ce n'est pas un cadeau. Plus il y a de pavillons, plus il y a de routes. Plus il y a de routes, plus il y a d'entretrains. Donc il faut qu'on apprenne à construire différemment.
Et construire différemment, eh ben, ça a arrêté de faire des pavillons, notamment. Il faut faire des logements qui sont adaptés aux différentes populations, que ce soit les jeunes et les personnes âgées. Et puis on fera des pavillons quand ça sera utile. Et donc, je vous invite à nouveau à mettre en chantier la révision du PLU, parce que sans cet outil, vous serez toujours à la merci d'un promoteur véreux qui viendra défigurer notre commune. Voilà. Tu peux répondre? Je vais juste répondre à 2-3 points parce qu'en fait, il s'est avéré que j'ai beaucoup travaillé sur les questions d'urbanisme sur le Conseil régional Île-de-France. 2 points. Déjà, personne ne fait ce qu'il veut sur sa commune. C'est-à-dire que les règles d'urbanisme ont un principe d'interdépendance. C'est-à-dire qu'on a un schéma directeur Île-de-France sur lesquels ça pose normalement des schémas d'urbanisme intercommunaux lorsqu'ils existent. Dans notre communauté de communes, Cœur d'Yvelines, la compétence n'est pas remontée, elle n'est pas obligatoire du fait de notre taille, elle n'est pas remontée à la communauté de communes parce qu'il faut un consensus de tous les maires. Et face au... on est d'accord avec vous, hein, ce serait idéal si toutes les communes de la communauté de communes pouvaient travailler de concert sur un plan local d'urbanisme cohérent, parce que l'urbanisme, comme vous l'avez rappelé, ce n'est pas que les logements, c'est aussi les mobilités, les transports, l'accès aux transports en commun, anticiper les flux de population, parce qu'en découlent également tous les bâtiments publics tels que les écoles, etc. Et depuis 2013, nous le savons, le plan local d'urbanisme de Ben n'est pas adapté et n'est pas en conformité exacte sur les orientations du schéma directeur Île-de-France. Et par ailleurs, le schéma local, le SCOT, qui régissait les communes sur notre territoire, n'est plus opérant aujourd'hui. Donc il y a un réel trou, d'ailleurs on est confronté tous les jours à ces fameuses opérations que vous avez qualifiées de véreuses. Malgré tout, la règle d'urbanisme et les lois de l'urbanisme ne nous permettent pas, nous obligent à accepter ce qui est conforme en fait au texte. Et on ne peut pas faire autrement. Et donc l'urgence, effectivement, c'est de revoir ce plan local d'urbanisme, d'en redessiner les contours qui sont conformes avec tous les schémas intermédiaires, parce que là, il y a des conformités qui n'existent pas. Et comme vous le savez, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc oui, seront inscrits en 2021 sur le budget de la commune les sommes nécessaires pour instruire la révision ou la modification du PLU. Et là, on attendra les experts pour qu'ils nous conseillent sur la meilleure méthode. Une révision complète est bien plus longue qu'une modification ponctuelle. C'est une instruction de 2 à 3 ans. Et comme vous l'avez rappelé, on ne peut pas se permettre d'attendre 2 à 3 ans pour certains sujets. Voilà. Mais non, chacun sur sa commune ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est tributaire des schémas qui sont supérieurs. D'autres questions? Non? Bien. Alors, là, la délibération, c'est pour s'opposer, en fait, au transfert à la communauté de communes Cœur d'Yvelines de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Alors, qui est pour s'opposer? Qui est pour s'opposer? Alors, attention au pouvoir. Hein. Donc ça nous laisse le temps encore de réfléchir, c'est ça que ça veut dire. Attendez, monsieur, on est en train de voter, s'il vous plaît. On va aller faire juste après. Il faut être sûr de ce qu'on vote. Ah oui, sûr de ce qu'on vote. Alors, le texte de l'article, c'est article unique s'oppose au transfert à la communauté de communes Cœur d'Yvelines de la compétence en matière de plan local d'urbanisme. Donc, 28 pour. Qui est contre? Un contre. C'est bon? C'est bon, ok. Alors, j'ai passé la parole, à Madame Sophie Mérès concernant l'avis du conseil municipal sur le projet de plan particulier d'intervention du site de stockage souterrain de gaz de Storengy. Alors, le préfet des Yvelines a envoyé par courrier du 26 octobre
aux différentes communes, donc Ben, Marc, Thoiry et Saumarché, un projet de plan particulier d'intervention du site de stockage souterrain du site de stockage souterrain de gaz de Storengy. Le PPI est un document destiné à la protection de la population en cas d'accident sur le site de la ville. Le plan particulier d'intervention est un document opérationnel qui s'intercale entre le plan d'opération interne, qui a pour but de limiter et réduire l'accident, protéger les salariés et remettre les installations touchées dans un état sûr. Le plan communal de sauvegarde, dont l'objet est d'assurer l'alerte, l'information et la protection de la population contre les différents risques connus du territoire. Le PPI est déclenché par le préfet en cas d'accident dont les effets dépassent ou risquent de dépasser l'enceinte de l'établissement, avec le cas échéant les plans Orsec, organisation des secours, et nos vies, nombreuses victimes. Le PPI comprend donc une présentation générale du site, un rappel des scénarios d'accident retenus dans l'étude de danger et des enjeux à protéger, les mesures immédiates de protection de la population, confinement, évacuation, plusieurs documents opérationnels, donc le schéma de diffusion d'alerte, le schéma de commandement, les fiches de mission qui définissent le rôle de chaque intervenant, donc l'exploitant, préfet, service interministériel de défense et de protection civile, SIDPC, la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie, le service départemental d'incendie et de secours, le SAMU, la gendarmerie nationale, les mairies et l'ARS. Une brochure d'information qui présente le site, le risque, l'alerte et la conduite à tenir en cas d'accident. Le dossier est mis à disposition et soumis à la consultation du public du 9 novembre au 4 décembre, donc a été mis à disposition. Il est ainsi proposé aux membres de l'Assemblée délibérante d'adopter le projet de délibération suivant. En fait, on pourrait mettre un avis favorable ou défavorable sur ce projet, sachant que les riverains n'ont pas été, enfin les riverains les plus proches de la station n'ont pas été consultés sur ce PPI et qu'un certain nombre de questions se posent encore. Voilà. Avez-vous des questions? Est-ce que avez-vous consulté le PPI déjà? D'accord. Vas-y. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez nous rappeler les doléances qui ont pu figurer pour les personnes qui n'auraient pas été déposées un avis sur l'enquête qui a été faite et qui s'est clos le 4 décembre? Nous n'avons que les principales doléances, quoi. Principale doléance, en fait, déjà la première, c'est d'avoir pas été consulté. Et deuxièmement, un certain nombre de questions. Alors là, je ne les ai pas en tête, parce que évidemment le dossier est parti, donc je ne les ai pas en tête, les questions, mais il y avait un certain nombre de questions sur des distances, si vous voulez, de précaution, qui n'étaient pas en rapport avec le PPRT. Vous voyez, il y avait des choses comme ça. Voilà. Vas-y. Est-ce qu'une réunion est prévue avec les riverains? Et justement, théoriquement, ça devait être prévu. Ça aurait dû être. Alors, c'était qu'une consultation. Hein. C'était pas un. C'est pas un avis, hein. C'était la consultation. C'était pas une consultation. C'était pas. Mais là, au vu de ce qui se passe, en fait, l'État élargit quand même pas mal de zones et le périmètre du PPRI change. Les chaînes, par exemple, sont inclus dedans. Personne n'a été prévenu et Exactement. je pensais qu'une réunion avait été prévue. Donc, c'est difficile de se prononcer sur ce type de délibération, sachant qu'on est dans le flou absolu. Absolument. Et qu'il n'y a rien de fait pour la population et de prévenir cette population. Exactement. Normalement, il aurait dû y avoir une réunion d'information, au moins pour les riverains, je veux dire, évidemment, les riverains et tous ceux qui sont proches de ce PPRT, quoi, qui sont inclus dans le PPRT, qui sont... Et pour vous, justement, vous ne pensez pas que c'est un peu tôt de nous présenter ce genre d'avis et de délibération? C'est pas nous, hein, on nous demande de le présenter. On avait 2 mois pour le présenter. Bon. Oui, monsieur Tronche. Ouais, si je puis me permettre, alors effectivement, moi j'habite pas très loin et j'ai vu le paysage changer ces 10 dernières années. Alors c'est vrai que c'est la période, mais c'est devenu un vrai sapin de Noël quand on ouvre ses volets dorénavant sur cette colline. Et j'ai le sentiment en plus qu'ils ont construit un autre sapin à côté récemment, tout illuminé. Alors peut-être pour avoir des précisions sur l'extension de ce chantier qui n'en finit pas et les désagréments qui sont liés au-delà du visuel et de la pollution, je
je dirais, des lumières et du bruit, des lâchers de flammes qui font trembler les vitres, puisqu'on est quand même pas très loin. C'est l'équivalent, je dirais, d'un avion au décollage dans un aéroport. Hein. Voilà, je pense qu'effectivement, il serait grand temps que les riverains, au-delà de l'association qui existe, soient consultés, parce que j'ai le sentiment que rien ne les empêche de continuer à s'étendre, en tous les cas de ce que je vois aujourd'hui. Alors ce que vous voyez, ce n'est pas du tout une extension. C'est l'entretien d'un puits, c'est l'entretien trentenal que Gaz de France doit faire, et c'est une maintenance qui va durer 1 mois. Donc c'est simplement, en effet, le sapin de Noël, comme vous dites, que vous voyez là au bout du chemin de Cresset. C'est une maintenance. Et en effet, le chantier dure 1 mois, 7 jours sur 7, 24-24. Mais après, l'installation est totalement démontée. C'est des obligations réglementaires qu'ils ont. Ah, et donc, voilà. Par contre, Monsieur Meulet, je voudrais revenir sur un point en ce qui concerne la vue de ce que ça représente. Moi, je me souviens, à l'origine du projet proposé par Gaz de France, ça avait un autre aspect. Et effectivement, maintenant, c'est devenu quelque chose d'épouvantable, quoi. Donc, on n'a pas de moyen de faire pression aussi pour qu'ils masquent comme ils l'avaient prévu avec une végétation ou des choses un peu plus riches que ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour le moment, oui, c'était prévu. Il y a eu, je ne vais pas faire l'histoire, des histoires de compensation bon, qui ne sont pas faites sur Ben, qui sont faites dans d'autres massifs forestiers, enfin, ainsi de suite. Pour le moment, on n'a pas évolué là-dessus. D'accord, merci. Sachant quand même que bon, l'arbre de Noël va être démonté dans 1 mois, il n'y avait plus rien de ce côté-là, et tout va être remis en état. C'est la magie de Noël. Voilà, Noël. Effectivement, nous avons plutôt un avis défavorable hein, sur cette proposition de PPI. Hein, tant que les riverains, d'une part, n'auront pas été consultés, d'autre part, on n'a pas les précisions sur un certain nombre d'autres éléments qui nous semblent indispensables. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Oui. Je posais une dernière question sur ce sujet, mais qui a une relation. On s'est rendu compte dans les jours derniers qu'une barrière avait été fixée à la hauteur de l'aire d'accueil des gens du voyage et qui interdit tout passage vers la station, justement. La conséquence de ça, c'est que tous les gros engins qui circulent encore pour les travaux actuels passent dans la rue de Fleubert, dans laquelle il y a beaucoup d'enfants qui se déplacent, où il y a, on va dire, dans le meilleur des cas, un trottoir sur 2 qui sont praticables. Et donc, malgré les radars, parce qu'un radar a été installé, c'est une rue qui devient quand même assez dangereuse en ce moment, avec tout ce qu'il y a comme circulation de très gros véhicules, très gros poids lourds. Alors, concernant cette barrière, vas-y. Alors, concernant la circulation rue de Fleubert, les riverains de la rue de Fleubert ont été avertis, parce que j'ai eu une réunion avec Gaz de France. Le problème qu'il y avait, c'est que l'accès au puits B104 que vous voyez ne pouvait pas se faire par la route de Storengy qui, pour des histoires de rayons de braquage parce que c'est quand même des gros engins qui passent. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés par ce chemin-là. Et donc la rue de Fleubert, en effet, est utilisée actuellement par les engins et les convois spéciaux. Merci. Et on va y remédier, et de toute façon, et on avait fait une information donc à l'ensemble des riverains, en expliquant un désagrément. On avait défini des plages horaires qui, visiblement, il faut reconnaître, n'ont pas été non plus respectées par les. Mais voilà. On a redressé le tir là-dessus. Alors, pour compléter votre information concernant cette barrière, Storengy a la clé. Donc, s'ils avaient l'intention de l'emprunter, ils pouvaient tout à fait. Enfin, je ne parle pas pour cette opération, mais pour d'autres. Avez-vous d'autres questions? J'ai juste une petite question. Monsieur le maire. J'ai juste une petite question puisque au vu de ce PPI,
Je pense qu'il y a de nombreux Bénois qui ne sont pas du tout informés de ce qu'il faudrait faire au cas où s'il y avait un souci. Donc qu'est-ce que prévoit ce PPI pour les riverains? Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. De toute façon, c'est de l'information, mais après, faire des réunions, etc., oui, c'est toujours possible. Hein, si on veut informer. Mais pas en ce moment. Hein. Je crois qu'il y a une quinzaine d'années, il y avait des prospectus qui avaient été distribués. Oui, oui. Et avec les déménagements, etc., je pense qu'il y a des gens qui sont pas forcément informés, quoi. Oui, bah oui, après, c'est l'origine de le faire. Hein. Ils le faisaient avant avec leurs flyers, donc ils doivent continuer à informer. Hein. C'est à nous, oui, on peut le réclamer, oui. D'autres questions? Oui, bah, en fait, moi je pense qu'on devrait refuser de voter en disant que le conseil municipal ne s'estime pas compétent. Parce que qu'est-ce qu'on a comme information pour l'instant? Rien du tout. On a un avis consultation. C'est une affichette. Certes, peut-être que dans le dossier, il y avait des choses très intéressantes. Maintenant, le commun des mortels, ça ne va pas lui parler. Alors effectivement, celui qui habite en face, il se sent un peu plus intéressé. Mais ça intéresse plus que ceux qui habitent en face. Et aujourd'hui, que sait-on de ce qui va se passer, comment ça va se passer? Tant que éventuellement une enquête publique n'aura pas eu lieu, on n'en saura pas plus, parce que c'est pas avec cette simple feuille qui a appelé à venir remplir le registre qui donne toute l'information, de mon point de vue. Oui, c'est d'ailleurs pour ça nous on propose un vote défavorable. Défavorable, parce que ne pas voter, enfin bon, on veut marquer quand même notre désaccord sur cette opération. J'enlève, je remets mon masque. D'autres questions? C'est bon? Peut-on passer au vote? Hein? Oui, oui. Alors l'article unique, c'est émet un avis défavorable au projet de plan particulier d'intervention du site de stockage souterrain de gaz de Storengy à Ben. Donc là, sur lequel on vote. Êtes-vous d'accord pour émettre un avis défavorable? Qui est pour? Voilà. Unanimité. Je vous remercie. Alors, pour avoir quand même 2 minutes, non? Parce qu'il y avait une note de présentation, évidemment, de la part de M. Le Cousnour sur le terrain synthétique. Maintenant, si tu veux rajouter des choses ou pas, c'est comme tu veux. Non, je pense que tout a été dit tout à l'heure. Si vous avez des questions sur le terrain synthétique. Alors, si juste notre espoir, c'est que ce terrain synthétique soit inauguré fin 2021. Voilà. Je vais poser une question d'ingénu. Il faut combien de temps pour faire un terrain synthétique? Bon, je laisserai bien Serge répondre. C'est lui le technicien. Entre 2 mois et demi et 3 mois. En général, ces terrains-là sont faits systématiquement pendant les périodes d'arrêt scolaire. Donc cet été, logiquement, en commençant début juillet, mi-septembre, c'est terminé. Et ça implique un terrassement préalable et qui dure combien de temps? Sur la préétude que l'on a faite, le terrassement se fera in situ, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera un mouvement de déblé qui évitera toute circulation de véhicules en extraction. Par contre, simplement, il y aura simplement la terre végétale qui pourra certainement être récupérée parce qu'il y a un besoin au cimetière également. Donc, ça permettrait de faire des économies pour le cimetière et évidemment de ne pas évacuer, donc que ça soit moins cher aussi pour la commune, pour le terrain synthétique. D'accord, merci. C'est bon pour le terrain synthétique? Concernant les décisions, avez-vous des questions à poser?
J'ai une petite question, monsieur le maire. Donc la décision 2020/175, donc avenant numéro 1, validant la maîtrise d'œuvre à 8,25% du montant définitif des travaux, soit 89 783 €. Donc ce qui signifie que le montant des travaux avoisine les 1 088 000 pour l'aménagement de la maison de santé pluridisciplinaire, c'est ça? Oui. À la charge de la commune. Oui. Oui, subventionné par l'ARS. Oui, avec un financement 80%, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, Le département nous aide au financement avec une subvention. Le reste à charge de la municipalité reste aux alentours des 20%. Oui. D'accord. Pas de questions sur les décisions? Alors les questions. Donc, concernant les propositions de questions à poser pour le CM, M. Claude Copin, conseiller municipal, sollicité par les vélos. Alors, quelles sont les futures étapes pour l'ouverture de la maison médicale, fin de chantier, recrutement des médecins et beaux professionnels? Il va? Alors, concernant le chantier avance correctement. J'ai été personnellement réceptionner une partie des réservations que Nexity s'était engagé à faire dans la structure du bâtiment. Elles ne sont pas toutes terminées. On doit avoir un prochain rendez-vous d'ici la fin de l'année pour finir la réception de toutes les réservations. Et prochainement, avec monsieur le maire, nous allons on doit prendre rendez-vous avec les responsables de Nexity pour définir exactement le planning de mise à disposition de la coque. Voilà. Et la fin des travaux, 3 mois après, alors pour le moment, on ne peut pas s'engager sur Nexity ne s'engage pas sur la date de fin de travaux. Merci. Ça, c'est pour la partie travaux, le reste, la gestion, là, C'est bon? Continuez. Pour la partie gestion de la maison de santé, on s'oriente vers une gestion qui sera confiée à un syndic, de façon, parce que la mairie n'a pas les ressources pour prendre en charge la gestion des baux, la gestion de la maison de santé. Donc il y aura une société qui va s'occuper de cette gestion au nom de la mairie. Donc là, c'est en cours le cahier des charges est en cours d'écriture et donc c'est en cours de mise en œuvre. Merci. Salle des fêtes, Michel? Non. Donc, concernant la salle des fêtes, la maîtrise d'œuvre, donc le cabinet Graal nous a transmis le dossier projet, que nous avons relu, que nous avons corrigé également. Bon, il y avait des observations. Le cabinet Graal, donc la maîtrise d'œuvre, a reçu aussi les observations du bureau de contrôle et du coordonnateur sécurité, ce qui lui a permis de finaliser son dossier de consultation d'entreprise. Là-dessus, il y a aussi, nous avons fait des remarques sur le règlement de consultation et sur l'acte d'engagement et le CCAP. Donc, c'est pas tout à fait terminé. Il y a Madame donc Angèle Suarez-Lagrange qui continue à travailler dessus, qui va se terminer d'ici la fin de l'année. Une fois que tous ces documents donc, ont été relus et amendés par nous, l'ensemble du dossier va être transmis à Monsieur Caffin, qui lui, donc CG, qui va faire l'élaboration du planning marché et le planning travaux. Là-dessus, le planning, donc lui, va être aussi un peu modifié
dans la limite où il y a quand même l'effet Covid aussi qui a joué dessus, puisque c'est le paying total de l'opération. Donc malheureusement, il y a de légères dérives dues au Covid. Le panneau d'affichage des permis de construire est sur le terrain depuis le 14 octobre. Donc on en est bientôt aux 2 mois de recours, 14 décembre. Pour le moment, on n'a pas de connaissance de recours. Voilà. Merci pour... Et les travaux, donc durée des travaux, grosso modo 1 an, c'est ce qui est prévu. Voilà, l'exécution. Merci. C'est bon. Le marché de Noël, et c'est pas automatique. Marché de Noël, le marché de Noël est maintenu, quelle organisation, Covid, etc. Alors cette question va me permettre d'abord de faire 2 préalables. Le premier, c'est pour féliciter les services qui ont fait preuve de qualité d'adaptation en fonction de l'évolution des consignes sanitaires, puisque là ce sera mon second préalable qui est un petit historique. Il était prévu normalement que le marché de Noël commence le vendredi soir et se termine le samedi soir, avec une restauration un petit peu plus élaborée que ce qu'on peut avoir d'habitude, puisque, je ne sais pas si vous avez déjà mangé, je vais vous ouvrir l'appétit, on avait prévu une tartiflette, qu'on avait prévu un feu d'artifice, qu'on avait prévu une retraite au flambeau, et que bien sûr, tout ça, on est obligé de l'abandonner pour revenir simplement maintenant à une journée du samedi 19 décembre, lors de laquelle on va organiser un marché de producteurs et artisans. Donc déjà, on est sur un marché en extérieur, ce qui, au niveau des règles sanitaires actuellement, ne pose pas de problème, puisque tous les dimanches et tous les jeudis, notre marché est ouvert. Malgré tout, au niveau des consignes sanitaires, plusieurs points. Un, d'abord, les gestes barrières. Donc le port du masque sera bien entendu obligatoire sur le site. Si par hasard quelqu'un arrive sur le marché et qu'il n'a pas de masque, il y aura aux 2 entrées, la première entrée sur la rue en face, là, dont je ne sais jamais le nom d'ailleurs, oui c'est la rue de la Place, l'avenue de la Place, et l'autre entrée entre la Barbacane et le marché. À ces 2 entrées, il y aura un service de sécurité qui aura à disposition des masques pour les personnes qui éventuellement l'auraient oublié. Donc, port du masque. Et seconde chose, les solutions hydroalcooliques seront à l'entrée, à chaque entrée, et chaque stand aura son gel hydroalcoolique, pour qu'on puisse effectivement, que les personnes, que les visiteurs puissent s'en servir le cas échéant. Ensuite, la deuxième question, c'était le problème de la distanciation. Donc le marché de Noël va se tenir, alors je l'appelle marché de Noël, on l'a appelé marché des producteurs et artisans pour la préfecture. Ce marché se tiendra sur la place du marché et sur la place devant la Barbacane, ce qui représente une surface de 1800 m², sachant qu'on va mettre 20 stands. La surface des stands au total est de 600 m², ce qui nous laisse pour les visiteurs une surface de 1200 m². Et c'est pour ça que j'insiste sur le travail des services, parce que tout ça, c'est les services qui l'ont calculé. Donc 1200 m², ce qui nous permet, si on respecte la distanciation de 4 m² entre chaque participant, de recevoir au maximum 300 personnes à un instant T. D'expérience, pour avoir fait plusieurs marchés de Noël, je pense qu'il est peu probable qu'on ait à un moment 300 personnes à un instant T, sachant qu'il n'y aura pas de restauration, et donc il n'y aura pas d'accumulation dans une zone de restauration. Voilà donc, alors pour faire respecter ces consignes, la police municipale sera sur place. De même, plusieurs d'entre nous, y compris la police municipale et les agents de sécurité, seront munis de talkie-walkie qui nous permettront de communiquer si on voit effectivement qu'il y a un attroupement trop important, et donc d'intervenir le plus rapidement possible. Ça, c'est pour le risque lié au Covid, mais il fallait aussi traiter le risque Vigipirate, puisqu'on est aussi en Vigipirate haut. Donc pour le Vigipirate, tout le marché de Noël sera clôturé, soit par des barrières Vauban au niveau des zones piétonnes, soit
entre la Barbacane et la mairie par des barrières ERAS, puisque c'est là qu'effectivement il pourrait y avoir l'intrusion d'un véhicule. Donc un service de sécurité qui sera à chaque entrée, qui aura pour mission bien sûr de demander l'ouverture des sacs, voire des manteaux, s'ils voient, enfin ils connaissent leur travail. Hein. Ben voilà. La gendarmerie est officiellement prévenue, le courrier est parti hier, les pompiers de même. Espérons qu'on n'aura pas besoin de leur service. Et les gendarmes feront des rondes régulières sur le marché de Noël. Voilà. Donc, alors évidemment, nous sommes encore dans l'expectative. Hein. On ne sait pas ce que va dire notre Premier ministre ou notre Président jeudi. Toujours est-il qu'on sait qu'à Auteuil-le-Roi, le 12 décembre, il y a un marché de Noël. D'ailleurs, on en a fait la publicité sur le site de la ville. Qu'à Versailles, le marché de Noël est commencé en intérieur depuis 8 jours. Et qu'à Saint-Germain-en-Laye, il devrait démarrer. Donc, voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'on doit s'exonérer de toute précaution, mais on essaiera de prendre un maximum de précautions. Et je vous dis déjà, le fait de ne pas avoir de restauration sur place. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'il y aura un tracé de chemin pour que les gens puissent circuler de stand en stand. Donc voilà, on va faire. Pourquoi on va faire? Parce que je peux vous dire que les commerçants et les producteurs qui viennent sont très heureux de pouvoir travailler un petit peu, parce qu'il y a effectivement l'aspect sanitaire, il y a aussi l'aspect économique pour tous ces petits commerçants. Et donc c'est aussi dans cet intérêt-là qu'on l'a fait. C'est parce que aussi il faut savoir peser le pour et le contre entre le sanitaire et l'économique. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. C'est bon? Ensuite, une question concernant la vitesse excessive rue de Maule depuis la réflexion par le CD 78. Donc, contrôle de vitesse, radar pédagogique. Effectivement, dans la mission que j'ai confiée aux policiers municipaux, c'est de faire régulièrement des contrôles de vitesse. Alors, pas spécialement sur la rue de Maule, mais dans toutes les rues où la vitesse était relevée, souvent de façon excessive. Alors, je pense aux Chênes, je pense aussi au Val des Quatre-Pignons, je pense à d'autres lieux. Et donc, attendez-vous à ce que dans les semaines qui vont venir, eh ben, vous vous retrouviez en face d'un radar. Voilà. Donc, on vous prévient, on ne vous dit pas où, quand, bien évidemment, mais on vous prévient qu'il y aura de façon intempestive des contrôles de vitesse. Notre police municipale, je l'ai missionné dans ce sens-là, entre autres. Voilà. Alors, des radars pédagogiques, on va en installer aussi à certains endroits, alors, pour lesquels on a vraiment besoin que les gens se rendent compte que leur vitesse est excessive, même si au lieu de 30, on est à 40, ça fait rien. Donc, de la même façon qu'il y en a un devant le G20, enfin, dans cet endroit-là, il y en aura l'année prochaine qui seront disposés dans certains lieux, quoi, donc certaines routes qui seront déterminées par rapport aux vitesses qui peuvent gêner nos riverains, bien évidemment. Très bien, merci. Je voulais signaler au passage, parce que ça me semble important, je pense que c'est notre rôle. Beaucoup de ces questions qui sont posées ont pu être débattues en commission, mais les Bénois nous interpellent aussi. Et je crois que c'est notre rôle, aux uns et aux autres, de faire remonter, puisque c'est public, sur Facebook. C'est important aussi qu'à travers ça, les Bénois aient les réponses quand ils nous ont sollicités. Si je peux ajouter quelque chose, les Bénois interpellent tous les élus. Et moi, je sais que je me suis rendue déjà plusieurs fois sur le terrain pour des problèmes de vitesse excessive au Marronnier, rue de Marc, rue du Bois, et qu'on essaye de répondre du mieux qu'on peut, et en tout cas en direct aux administrés qui nous interpellent. Oui, je voudrais rajouter un complément pour la bonne information de toutes et tous, chose que nous avons rappelé à tous les conseils d'école, y compris en monde enseignant, aux abords des écoles le matin et le soir. Aujourd'hui, il y a encore trop, et on l'a rappelé aux parents d'élèves, il y a encore trop de voitures qui se garent sur les trottoirs, ce qui oblige les enfants, les familles, à passer sur la route pour accéder à l'école.
On a passé l'information plusieurs fois à travers les parents d'élèves et nous avons aussi transmis l'information qu'à partir de janvier, il est fort probable que nous verbalisions systématiquement les gens qui ne respectent pas le code de la route, parce que c'est le respect du code de la route de ne pas se garer sur les trottoirs, pour l'instant aux abords des écoles, parce qu'il y a un réel problème de sécurité. Et donc dès le mois de janvier, donc faites passer également le message aux abords des écoles. Toute voiture qui sera garée sur un trottoir qui oblige les familles à passer sur la route pour accéder à l'école seront verbalisées, nous l'espérons, systématiquement, et ainsi que dans la rue des écoles, où le matin il y a un sens interdit pour les voitures entre 8h et 8h45, je ne l'ai plus en tête. Il y a même parfois, on installe une barrière pour que les voitures ne passent pas, puisque là, il y a des enfants de la maternelle qui accèdent à l'école. Il y a encore des gens qui retirent cette barrière, donc la police municipale ne peut pas être partout, à tous les endroits, à tout le temps, mais le plus possible, à partir de janvier, nous allons verbaliser systématiquement dès que ce sera possible, et sans autre prévenance que nous faisons déjà depuis le mois de septembre sur ce sujet-là, auprès de notamment toutes les fédérations de parents d'élèves, ainsi que toute la communauté éducative. Bon. Dernière question, donc mise à jour du plan cadastral, objectifs et méthodes. Alors en fait, les services du cadastre font partie, pour ceux qui ne le savent pas, des services fiscaux. Donc c'est un instrument fiscal de la DGFiP, de la Direction Générale des Finances Publiques. Alors, ils agissent en fonction de tous les permis de construire, déclarations de travaux qui sont faits auprès du service urbain. Donc ils vont au service urbain, ils récupèrent toutes les informations, et à partir de, que ce soit des nouvelles parcelles, des nouvelles propriétés qui sont construites, ou des extensions de maisons, ou des piscines, voilà. À partir de là, ils vont vérifier, ils mettent à jour le cadastre. C'est tout simple, hein, la méthode elle est là. Ensuite, par contre, il y a transmission aux services fiscaux concernés pour la régularisation. Voilà. L'objectif, c'est ça, c'est de recenser toutes les nouvelles constructions pour pouvoir mettre à jour le cadastre qui est évidemment disponible sur cadastre.gouv.fr par la suite. Voilà. Donc ils ont commencé hier, je crois. Hier. Voilà. Merci, monsieur le maire. Bien, je crois que l'ordre du jour est terminé. Ça marche pas bien. Bon, ben, je crois que l'ordre du jour est terminé. Je vous remercie de votre participation. Et puis, je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de fin d'année. Évidemment, dans les règles sanitaires adéquates. Hein. Et surtout, prenez soin de vous en cette fin d'année. Merci à vous. Ah oui, venez le 19 décembre au marché des producteurs locaux. Ok, merci.